Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour passer sur les news crypto, analyser le marché bien évidemment, analyser le BTC. Alors au programme aujourd'hui dans la partie nouvelle, nous avons du Avalanche et Amazon, nous avons du Bitget, nous avons du Twitter, du FTX encore, mais une bonne nouvelle cette fois-ci, et on terminera sur le Salvador et les nouvelles économiques que nous avons pour aujourd'hui dans lequel ça risque de swinguer un petit peu, et ensuite on ira sur la partie technique parce que, encore une fois, il s'est passé quand même des choses et surtout une grosse surprise cette nuit qu'on va devoir analyser, comprendre pourquoi et quels sont ces patterns que l'on peut avoir. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir, c'est très simple. Likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les nouvelles. Nous avons Avalanche qui annonce un partenariat avec Amazon. Alors exactement, c'est une partie de l'équipe d'Amazon qui rejoint Avalab, exactement dans le fait d'avoir une discussion sur comment les deux vont coopérer ensemble pour apporter des solutions de scalabilité à Avalanche et proposer en fait des solutions de blockchain aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions. Donc là on a quand même un géant qui arrive et qui s'allie avec quand même Avalanche. Avalanche, je vous en parle déjà depuis un certain temps, je vous dis qu'ils sont très bien connectés, que certes ils sont peut-être en deçà de certains en termes de partenariat, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas éclater. Ça, c'est le discours que je vous ai tenu il y a 2 jours lors de la vidéo update d'Avalanche. Vous imaginez bien ici la réaction du prix suite à cette accélération. On est passé directement à 15$ et je pense qu'on risque de continuer encore avec les différentes nouvelles qu'il va y avoir, à savoir que je pense oui que ça va donner vraiment un élan à Avalanche, en tout cas sous une forme de technologie mise à disposition sur une offre commerciale. Alors là-dessus, la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de la décentralisation? C'est pas avec un partenariat avec un GAFAM que du coup on se retrouve dans l'optique de décentralisation qui était défendue notamment par le Bitcoin et Ethereum. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Avalanche a pour vocation d'être décentralisé? Est-ce que le projet en lui-même a été conçu pour être décentralisé? Pour moi, j'ai tendance à considérer que ça fait partie des projets qui vont développer les use cases et en tout cas l'hégémonie de la blockchain, mais qui n'a pas vocation d'être décentralisé. Pour ça, on a d'autres projets qui sont construits pour ça, et il faut pas faire d'amalgame pour moi dans les deux. Ensuite, on avance avec Bitget. Bitget qui nous propose quand même un service qui est assez sympa. Alors certes, par contre, c'est pour les gros wallets, pour les wallets à plus de 100 000 USDT, mais du coup, c'est intéressant en fait dans la conception, c'est-à-dire que si c'est faisable, ça sous-entend aussi que là c'est faisable peut-être pour des gros wallets, mais ce le sera pour des petits wallets par la suite, qui est l'intégration d'un custodial wallet directement dans un lien des fonds, ça s'appelle Fund Custody, dans lequel on a accès directement au wallet, à l'adresse, et c'est séparé de l'ensemble des fonds de Bitget, et on a directement un outil de monitoring, ce qui est plutôt pas mal, et à savoir que Bitget a quand même une certaine avance dessus dans l'innovation sur le self-custody, où ils essaient vraiment de prendre le pas sur les différents acteurs. On est quand même loin pour l'instant de l'intégration full self-custody, on en est quand même loin, mais ça n'empêche que c'est en tout cas une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des très gros wallets. Je pense que ce sera utilisé fortement. Ensuite, nous avons une nouvelle du côté de Twitter, où nous avons Twitter qui va lancer un coin directement intégré dans sa plateforme, qui va permettre de pouvoir gérer les purchases et les tips. Donc on n'est pas sur l'utilisation du Dogecoin comme beaucoup l'avaient escompté. Est-ce que il y aura la possibilité d'utiliser le Dogecoin pour transférer sur ce coin, ou est-ce qu'il y aura encore autre chose? C'est à déterminer. Pour rappel, il y a quelques mois de ça, il y avait eu des fuites sur la mise en place d'un Twitter coin, justement, où on avait eu les logos qui avaient été mis en place, le compte de la personne qui avait posté ça avait été totalement supprimé à l'époque. Alors, on continue avec FTX dans lequel on a une bonne nouvelle, Coindesk qui nous informe ça, que on est à plus de 5 milliards d'assets récupérés, sans compter les 450 millions de dollars qui sont bloqués aux Bahamas, qui avaient été récupérés notamment par la commission de sécurité aux Bahamas. Donc on est quand même sur 5,5 milliards de dollars récupérés, à savoir que quand on avait ouvert le chapitre 11, on était entre 1 et 10 en fermant fort les yeux. Ce qui est plutôt
positif. Alors le problème c'est qu'il va falloir mettre les créanciers en face pour voir la relation, et bien sûr les frais, parce que c'est le gros problème de la mise en place d'un chapitre 11, c'est qu'au fur et à mesure du travail qui est effectué, on va avoir l'argent qui reste grignoté par les frais d'avocat et de curation, justement, de gestion de la liquidation de la structure. Donc là-dessus, il faut prendre un petit peu de recul. Donc on n'a pas encore les chiffres exacts de ce qui va être donné, mais encore une fois, le gros problème, c'est que ça risque d'être distribué en FTX US et pas forcément sur la totalité des créanciers internationaux. Et là-dessus, quelle est la part des créanciers français sur, justement, ce qui a été récupéré? Ça va être le gros souci, la grosse question pour moi. Ensuite, nous avons The Block qui nous parle du Salvador, et je pense que c'est intéressant en effet, parce qu'on ne parle pas assez du Salvador. Ça fait déjà un certain temps que c'est le premier pays à avoir accepté le Bitcoin comme monnaie légale, et qui a un projet un petit peu fou, qui est le fait d'émettre des bonds sur le Bitcoin. Ça, on le sait déjà depuis un certain temps, et ça fait 9 mois qu'on fait énormément de FUD dessus en disant « mais c'est toujours pas lancé, de toute façon ça ne marchera jamais, etc. » Et à savoir que c'est normal, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments législatifs qui n'avaient pas été validés. Et là, on commence à avoir un certain nombre d'éléments législatifs qui commencent à être validés, avec notamment la validation de l'Assemblée du Salvador sur justement la loi permettant la gestion des digital assets, et donc derrière la mise en place du Bitcoin Bonds, qui est très important, en tout cas pour le pays du Salvador. Donc je pense qu'en 2023, on verra certainement l'avènement de ce projet-là, et là-dessus on pourra statuer réellement est-ce que c'était une bonne idée ou pas. Voilà, déjà de base, le fait de le concevoir, je trouve que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'osé, et c'est en tout cas déjà le premier pas, pour moi, important. Alors, on va terminer sur les nouvelles du jour dans lequel cette semaine nous avons l'IPC Core, IPC Core, je vous rappelle, jeudi, donc c'est aujourd'hui, 12 janvier 2023, nous avons l'IPC Core annuel décembre et mensuel qui tombe, donc ça veut dire que ça y est, on va avoir la fin de 2022. Clairement, le marché est en attente de ces chiffres-là. Nous sommes sur l'IPC Core mensuel à 0,3, en prévisionnel, le précédent était 0,2, il y a de grandes probabilités qu'on repasse à 0,2. Pourquoi c'est statué 0,3? Parce que nous avons eu une grosse, en tout cas crise climatique sur le mois de décembre aux États-Unis, donc une surconsommation effective. Je pense qu'on risque de le voir dans les chiffres, on l'analysera certainement vendredi dans le détail pour bien comprendre où on en est. Et derrière on a un prévisionnel à 6,5 sur l'année, et on a quand même bien cette descente qui est marquée. La question c'est, est-ce qu'on va être en dessous, égal ou au-dessus? Clairement en dessous de ce qui a été pricé, donc c'est-à-dire à partir de 6,4, on risque d'avoir quelque chose qui risque d'être assez explosif, on va pas se le cacher, je pense que ça va exploser à la hausse, et si jamais on est sur quelque chose d'identique, on risque d'avoir aussi une explosion légère à la hausse, mais qui risque d'être plus mitigée, et par contre, si on est légèrement au-dessus, bah là par contre, ça va être un bain de sang, dans lequel on sait qu'on risque d'avoir une augmentation des taux, en tout cas plus longue que prévu, même si on sait qu'on les a fixés sur 5,5 comme barème pour les taux, l'augmentation des taux directeurs de la Fed. On reste ensemble de toute façon à 14h30 pour regarder ce qui se passe, notamment sur le Discord, pour surveiller les différents chiffres et voir comment ça va se passer, parce qu'on a eu beaucoup d'activités sur justement les graphiques, et c'est pour ça qu'on termine ici. On va attaquer la partie graphique et technique juste après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, donc qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244
50% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la Proof of Reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on reprend la vidéo tout de suite. On commence notre partie technique par un récapitulatif habituel de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5 terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement A, B, C, avec B avec extension, C avec extension. Donc on est sur quelque chose de classique sur une fin de cycle héliotiste dans lequel on peut attendre deux possibilités. Soit une mise en place de ranging pendant un certain temps avant le départ pour vague 1, 2, 3, 4, donc un nouveau cycle, soit directement un nouveau cycle, vague 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Là, actuellement, on n'a pas la possibilité de déterminer ce qui va en être, bien que je vous ai déjà donné mon opinion déjà depuis un certain temps. Nous avons, en termes de week-off, la mise en place d'une réaccumulation en buying climax, automatic rally, secondary test, sign of weakness, avec un secondary test qui a pris la liquidité du BC, donc ça veut dire que le ST a pris le BC, donc est allé récupérer les liquidités au-dessus, dans lequel, ensuite, il a entraîné un mouvement profond dans le sign of weakness dans lequel on était passé en dessous de la R, donc on est dans une réaccumulation de week-off pattern très bullish sur le long terme. Pour l'investissement, nous sommes dans le retracement 618, entre 618 et 786. Tant que nous sommes en dessous du 618, nous sommes dans une zone de rechargement long terme pour cet actif, à partir du moment où on croit aux fondamentaux, et on croit justement à l'évolution du BTC sur le long terme. Donc c'est une zone qui est intéressante si on a une stratégie de DCA à mettre en place. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Parce qu'on parle de stratégie, ça sous-entend qu'on doit être prêt à toutes les possibilités, et notamment le fait d'aller plus bas. Oui, nous avons le 786 à 14 800, nous avons le top de la 1 à 14 000, et nous avons le 1,618 prolongation de Fibonacci de la A sur la B, et donc ça c'est le nombre d'or, c'est un chiffre normalement Fibonacci qui appelle les prix, et 10 000 représente aussi l'order block que l'on a ici, dans lequel on a un retour de prix potentiel, et aussi la zone de résistance très forte que l'on retrouve sur Ichimoku Monthly, donc c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes pensent qu'on va faire un retour à 10 000 avant de repartir. J'ai tendance à vous rappeler que aussi beaucoup de personnes pensaient qu'on allait faire un retour à 3000 avant de repartir, et ça c'était il y a quelques années. Alors on va repasser dans BTC avec une vision en daily dans lequel nous avons bien la mise en place d'une accumulation avec ici un SC, un R, un ST, accélération haussière, cassure, élément fort FTX pour breaker baissier, dans lequel on a la mise en place d'un STB étant ici une prise de liquidité, le secondary test phase B, dans lequel on va récupérer la liquidité du SC. Quelque chose de très très classique que je vous présente déjà depuis un certain temps, donc phase d'accumulation dans lequel, selon l'accumulation de week-off, on a pour but justement de manipuler les prix pour récupérer les liquidités, parce qu'on a un marché qui n'est pas assez liquide par rapport à l'ensemble des mouvements que l'on veut effectuer, ce qui est aussi le cas au niveau du BTC et le marché crypto en général, depuis qu'on a eu une disparition des capitaux avec la première phase de chute qui a entamé fin 2021 et début 2022. Donc on va on va surtout avoir une autre vision, là cette fois-ci, dans lequel c'est la même vue, mais avec la mise en place de Ichimoku pour voir un petit peu où on en est, parce que c'est très intéressant avec l'accélération haussière que l'on a eu. Oui, nous avons eu une très belle accélération qui s'est déroulée en 1 heure, on ira le voir tout à l'heure, mais cette accélération, ce qui est important à noter, c'est que là, nous sommes en train d'aller retester le haut du Kumo au niveau d'Ichimoku. Très très important, dans lequel ce haut ici a été déjà rejeté une fois, et on a une double résistance, d'accord, on a même une triple résistance, 1, 2, 3, donc on a une triple résistance Ichimoku qui s'est mise en place. Par contre, l'avantage par rapport à cette accélération haussière que l'on a là, et contrairement à ce qu'on avait vu sur cette première accélération ici, cette première accélération était déjà beaucoup plus compliquée, on avait beaucoup moins d'espace pour pouvoir pousser, on avait un Kumo qui avait pas encore shift, ici on a un Kumo qui a déjà shift, et donc potentiellement, oui, on pourrait break ici. Même si on voit qu'on est en train d'être rejeté maintenant, ça n'empêche que là on a quand même un setup au niveau d'Ichimoku qui est
beaucoup plus intéressant, bien que on n'a toujours pas de break, et pour valider une accélération Ichimoku et une rentrée, il faudrait casser ce Kumo, avec derrière la LS, donc la Lagging Span, qui break aussi. Là on aura un signal fort d'achat Ichimoku, donc avec cassure des 18 500, cassure qui doit être validée par une bougie derrière, d'accord? Donc c'est le principe même dans lequel on aurait potentiellement un retracement pour aller chercher les zones supérieures, dans lequel on aurait ici une zone d'aplat et qui correspondrait justement à une partie de l'imbalance qui serait dans l'approche des 20 000, donc on aurait un travail du cours qui s'effectuerait là. La véritable zone en tout cas de consolidation et de résistance sur Ichimoku serait une target à 20 500, 20 440 exactement, dans lequel on a cet aplat ici de Kumo, dans lequel on pourrait avoir justement une grosse zone de résistance si jamais on arrivait à break, donc on aurait là-dessus un potentiel trade si on fonctionnait avec de l'Ichimoku. Ichimoku qu'on va mettre de côté pour l'instant, dans lequel on va aller zoomer en 4 heures, comme d'habitude, où on voit qu'on a eu une magnifique accélération haussière qui a surpris beaucoup de monde, moi y compris, dans lequel on est allé retester tout de suite la partie haute. On n'a pas break la partie haute, on n'a pas pris la liquidité du top qui avait été effectué le 14 décembre, donc très intéressant d'ailleurs en termes de date, parce qu'on est quasiment à un mois près, dans lequel on est allé juste récupérer, enfin consolider plutôt, et mettre en place un equal high dans lequel on a une résistance de liquidité qui s'est formée au-dessus. Très intéressant. Et du coup, cette pattern, on va faire une petite pause, je me suis posé la question, est-ce qu'on l'avait pas déjà vu? Est-ce que cette montée en escalier, on l'avait pas déjà vu, suivie d'une accélération? Alors du coup, je l'ai retrouvé, et j'ai mis, d'ailleurs c'est sur la partie gauche, hein, j'ai mis un replay pour voir exactement ce qui s'était passé. Donc pour vous refaire, on avait eu notamment un certain nombre de mouvements, on avait quand même beaucoup plus de volatilité hein, à cette époque-là, donc c'est aussi un des vecteurs pour lequel on a des mouvements qui sont beaucoup plus forts, mais on retrouve bien cette pattern ici d'accélération, consolidation, accélération, consolidation, accélération, consolidation, accélération, consolidation, explosion. Ok? Au niveau des horaires, on avait quoi dans les accélérations? Si on regarde, on avait... Hop, tac, première accélération qui était 1 heure, dans lequel on avait le marché asiatique. Ici, on avait 1 heure marché asiatique. Hop, on avait 13 heures, cette fois-ci c'était US. Et on avait le dernier mouvement, l'explosion, qui était marché asiatique. D'accord? Marché asiatique aussi, dans lequel on avait cette explosion. Qu'est-ce que l'on a au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Nous avons marché asiatique, explosion, enfin accélération, fin du marché US. Bon là on pourrait pas dire que c'est marché asiatique, on va dire que c'est marché US. Ici, nous avons marché asiatique. Nous avons ici fin du marché US, et explosion, marché asiatique. Alors, le mouvement effectif là qui a été fait, c'est principalement un mouvement du marché asiatique sur une ouverture dans lequel on a explosé totalement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah si on reconnaît un petit peu les dates, je pense que vous allez savoir exactement, j'ai mis le mode replay exprès pour pouvoir justement avancer rapidement, dans lequel on va se mettre en x3, histoire de bien voir, où nous avons eu justement la crise de Terra Luna, dans lequel on a eu notamment une première impulsion baissière, un retest. Suite à ce retest là, on a retravaillé le cours pendant un certain temps, avant d'entraîner la cassure avec le break ici, dans lequel on est allé s'enfoncer, consolider et se réenfoncer. Et ce qui est très important de noter, c'est que quand on regarde assez rapidement ce qui s'est passé par la suite, vous allez voir, on a bien eu après une phase de retest, une réaccélération, et dans lequel, par la suite, on s'est enfoncé totalement. D'accord? C'était le principe réel que l'on a eu au niveau de Terra Luna. D'accord, on a vraiment eu en fait cette schématique là, on a eu une cassure baissière, et ensuite la cassure baissière a entraîné la cassure de Terra Luna. D'accord? C'est cet élément là qui a entraîné. Donc est-ce que on est dans cette schématique là où on a une explosion, et derrière on va avoir la mise en place d'un cumul, en tout cas d'un retracement pour retravailler cette partie-là, parce qu'à un moment donné, enfin voilà, quand on fait une accélération comme ça, on laisse beaucoup trop d'imbalance. On va retourner sur du mono, histoire que ce soit beaucoup plus simple. Alors on va juste retirer le mode replay. Hop, et on va se remettre sur l'état du cours actuel, dans lequel vous allez voir, on a, cette fois-ci on va zoomer, hop, on a justement cette belle accélération, qui a eu accélération, qui a surpris, je pense, beaucoup
beaucoup de monde, dans lequel on est allé liquider tout ce qui était en attente. Alors on l'avait vu qu'il n'y avait pas grand-chose en attente déjà, on avait un positionnement qui était en train de se faire, oui, mais on avait assez peu de clusters de liquidation qui étaient là, et je pense qu'il y a eu une mise en pression très très forte, en tout cas par le marché asiatique, sur les positions déjà ouvertes, et là on voit qu'on a eu de toute façon une grosse partie des positions qui ont été terminées, et ça on ira le voir tout de suite, on va aller le voir tout de suite, sur l'order flow où on voit qu'on avait justement cet open interest où je vous disais, c'est plutôt bon aussi pour la mise en place du short, parce qu'on avait une construction short avec de l'open interest. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah là on voit que l'open interest a chuté suite à cette accélération haussière, et on voit que les shorts aussi ont chuté. Donc ça veut dire que les personnes ont capitulé dans cette partie-là. L'accélération haussière qui avait été faite a été... Enfin, l'accélération d'open interest qui avait été fait pour la construction des shorts a été totalement annihilée par l'accélération haussière effective. Donc ça, c'est très important de le retenir. Donc là, on est vraiment dans une phase de manipulation pure et dure pour aller retester quoi? Bon, bah, aller retester un haut de range. D'accord? Si on considère cette cassure baissière, on a quoi ici? Bah, on a tout simplement la mise en place d'un range de trading dans lequel, ici, je suis sûr et certain qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont se positionner en short pour aller chercher à minima ici la partie basse, ou beaucoup plus bas, aller chercher le bas de range avec un retest des 15 500, d'accord? Donc là, c'est un petit peu ce qui va se jouer. L'autre élément qui va se jouer, c'est que on va chercher le breakout. Ça veut dire que les personnes vont se positionner, je vais le placer le range, mais le range il est ici, ils vont se positionner sur un point haut qui a été effectué, avec un breakout, potentiellement un retest avec une réincorporation, donc avec un pullback, pour repartir à la hausse, pour après jouer le breakout pour aller jouer, ici, le retest de la partie d'imbalance, et le niveau de résistance très fort des 20 000 $, qui va certainement être très compliqué à passer, d'accord? Donc là, il y a deux possibilités qui vont se mettre en place. Clairement, peu importe qu'on soit chartiste, ou Wikofien, ou SMC, ou Ishimoku, si on casse ici les 18 500, pardon, ici ce niveau-là, et qu'on valide avec une clôture de bougie, ne serait-ce qu'en 4 heures, je peux vous dire qu'on va partir sur quelque chose qui risque d'être assez impulsif pour aller chercher les 20 000, d'accord? Parce que structurellement, j'ai expliqué la partie chartiste avec la mise en place d'un range, ok, avec soit ici une continuité baissière, soit un breakout, ok. Par contre, si on se met en place juste en termes de structure, je vous rappelle que ici on avait fait une cassure haussière, donc pour moi, on est dans une schématique de continuité haussière, d'accord? Donc ça a toujours été le cas, c'est juste que, dans ma pattern, personnellement, je pensais qu'il allait y avoir un retest minime, avant d'avoir une dernière jambe de chute, pour retravailler un OB d'achat. Bon, là actuellement, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas, on est en train de se schématiser dans quelque chose qui est différent, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises par le passé, dans lequel on va pas avoir la dernière jambe mise en place, et on va avoir potentiellement une accélération haussière. D'accord? Ou un retest et une mise en place d'une continuité baissière pour du range. Structurellement, juste en termes de structure, on n'oublie pas structure is king, nous avons ici la mise en place d'une pattern. Si jamais on casse la hausse, ça veut dire qu'on a bien une continuité ici, haussière, avant de faire un retracement pour retravailler une zone. D'accord? Donc là-dessus, on aura clairement, ne serait-ce qu'en termes de structure, peu importe range ou pas, ou cassure de range ou pas, en termes de structure, une accélération haussière, d'accord? Donc ça c'est important à retenir dessus, il va falloir faire aussi très attention à la partie manipulation, parce que clairement quand on voit une accélération comme ça sur une ouverture de marché asiatique, on sait que c'est un peu les spécialistes de l'accélération haussière d'une zone de ranging et d'une cassure baissière par la suite, hein, ils nous l'ont fait le coup régulièrement, donc il va falloir faire très attention sur ce type de manipulation. Au niveau du RSI, on voit qu'on est passé vraiment très très fortement en surachat, donc on est vraiment dans une zone de surextension, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, l'important c'est qu'on n'a pas cassé, on va avoir une consolidation effective. On garde en tête que on va avoir des nouvelles économiques fortes qui vont arriver, d'accord? 14h30, ouverture du marché US, clairement ils ont été mis sous pression maintenant, donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une réaccélération avec derrière un ensemble de news fondamentales qui vont être catalyseurs, qui vont porter le coup? Ou est-ce que ça va être juste le calme plat parce que tout simplement ça a été ce qui a été planifié? Ou est-ce que justement on va avoir quelque chose qui va être catalyseur d'une chute? Clairement, quand on voit une manipulation comme ça avec une accélération haussière effective très forte pour libérer tous les shorts,
pour ensuite enfoncer, c'est quelque chose qu'on connaît très fortement, donc là-dessus, ça pourrait être la dernière phase d'un bull trap. Ça va être compliqué de le déterminer avant 14h30, avant l'ouverture du marché US, et déterminé. Alors je vais juste retirer mes 2 order blocks parce qu'ils ont plus aucune, en tout cas aucun intérêt en état, étant donné qu'on a totalement éclaté justement les order blocks et qu'on se retrouve sur justement cette accélération haussière très très forte qui d'ailleurs a surpris je pense beaucoup de personnes, moi y compris dessus, bien que je suis en construction de short et que mon SL est quand même encore assez haut, ça n'empêche que l'accélération très très forte comme ça a été vraiment impressionnante en termes de liquidité et de volume, et c'est justement ce qui est aussi intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a un retour ici de la volatilité, donc on est sur la représentation de la volatilité à 24 heures, très important, qui nous représente justement cette première accélération. Là on commence à voir un petit peu de volatilité, chose qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Là on recommence à voir des mouvements qui sont intéressants. On est quand même très très loin des mouvements excessivement volatiles, hein, mais on commence à revoir un petit peu de mouvements effectifs, et d'ailleurs ce qui est aussi intéressant, on va comparer, c'est d'aller regarder sur la totalité du marché crypto, on voit que le mouvement marché crypto est un petit peu différent, parce que le mouvement marché crypto, lui, est beaucoup plus positif, parce qu'on est allé chercher la liquidité au-dessus, donc on est allé récupérer, ici, déjà faire un break of structure, une confirmation de break of structure. On n'a pas validé, je suis en délit, bien évidemment, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus bullish sur la totalité du marché crypto. Donc ça veut dire que le mouvement du BTC est peut-être en deçà de ce que l'on voit sur l'ensemble du marché, à savoir qu'on avait des altcoins qui étaient déjà en train de pousser depuis un certain temps, donc l'arrivée du BTC a été juste catalyseur par rapport à la mise en place de cette accélération haussière. C'est pour ça que là, sur le total market cap crypto, on voit qu'on est quelque chose qui est beaucoup plus bullish, et d'ailleurs si on le met en weekly, ça parlera peut-être à beaucoup plus de monde. Il faut juste faire attention d'avoir une clôture au-dessus et de structurer au-dessus, et là on aura potentiellement un grand signe. En tout cas c'est ce que vous allez voir certainement sur Crypto Twitter un petit peu partout, parce que vous allez avoir les boules qui vont se réveiller et les bières qui vont dire non, on continue à descendre, c'est juste un retest. Voilà, vous allez avoir la confrontation, parce qu'on est dans une zone de confrontation. Tant qu'on n'a pas break et consolidé au-dessus, on n'est pas boule. Tant qu'on n'a pas réincorporé, on n'est pas bear. Bon, bah là, on est entre les deux. On est la Suisse, tout simplement. Alors, au niveau d'Ethereum et BTC, c'est intéressant de voir que les deux ont poussé, à peu près identiques. D'accord, il n'y a pas eu de consolidation, donc il n'y en a pas un qui a surperformé l'autre, ce qui est plutôt positif. D'ordre général, ça veut dire que c'est une montée générale de la crypto par rapport à l'état du marché. Ensuite, au niveau de la macroéconomie, on voit que l'indice dollar est en tout simplement consolidation. Ça fait 2 bougies qui nous fait quasiment aucune volatilité. Donc ce qui est plutôt intéressant, ça veut dire que le mouvement du BTC est propre au BTC, ce qui est plutôt cohérent. Je pense qu'on risque d'avoir un retravail du cours, en tout cas une restructuration pour pouvoir consolider avant de pouvoir chuter. Est-ce que ça va être fait aujourd'hui ou la semaine prochaine? Je pense que ça va être toujours, encore une fois, dépendant des nouvelles d'aujourd'hui, 14h30. On n'oublie pas, nous avons l'inflation qu'on clôture justement cette année 2022. Alors, au niveau du Nasdaq et SP500, plutôt bullish, plutôt bullish. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bullish malgré le fait que l'indice dollar n'a absolument pas bougé. Donc on a eu cette cassure de cette equal high qui est là, donc ce qui était très important. Pour le Nasdaq notamment, on a commencé à ravaler une partie de l'imbalance qui se trouve là. On n'oublie pas que ma target pour l'imbalance se trouve à 11 600 pour pouvoir avoir une continuité haussière. Clairement, si on a des chiffres positifs, je pense qu'on va éclater ma target pour aller retravailler beaucoup plus haut, potentiellement les 12 000, ce qui sera intéressant sur le Nasdaq, qui serait en tout cas porteur pour le Nasdaq. On n'oublie pas qu'on a une pattern qui est assez intéressant, dans lequel on a eu premier retest, deuxième retest, avec la mise en place d'une accumulation en cric descendant, et ici on serait sur le double retest après, donc on serait sur quelque chose qui est plutôt bullish, et sur le SP500 qui est beaucoup plus résistant que le Nasdaq, on n'oublie pas, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué pourquoi, on se retrouve dans quelque chose où on va aller retester, d'un point de vue chartiste, la droite de tendance qui est là, on va aller retester ici la partie d'imbalance dans laquelle on se trouve, donc on est dans une zone de rejet excessivement fort. Donc là-dessus, ça va être vraiment le signe. Est-ce qu'on va break et est-ce qu'on va consolider dessus? Si on break et qu'on consolide au-dessus, à ce moment-là, on sera vraiment dans une pattern potentielle de retournement. Alors là-dessus, c'est pareil, les chartistes vont dire, tiens, on va en weekly, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, là-dessus, il va falloir aller casser les 4140. On casse les 4140, là-dessus on est to the moon, là, vous allez voir partout crier to the moon. Donc là-dessus il va falloir prendre un petit peu de recul,
attendre, il va falloir être patient. On a normalement l'habitude, alors c'est pas une généralité, mais ça reste une habitude statistique, que les 3 premiers mois, justement du marché classique, soient plutôt en berne. Mais c'est vrai qu'on a eu toute une année qui a été en berne. Du coup, qu'est-ce qui va se passer sur une année 2023, avec potentiellement des chiffres qui sont positifs, et cette histoire de soft landing qui pourrait arriver, et certainement, on en abordera ça dans la vidéo hebdomadaire de samedi dans lequel on parlera vraiment économie US et l'impact que l'on aura par la suite et les prévisions 2023 des différents acteurs que l'on peut retrouver un petit peu partout, les grands acteurs qui nous donnent Avant de leur vision. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.